un grand plaisir d'accueillir Laurent Cohen pour cette deuxième conférence du réseau thématique Langage et communication. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je connais bien Laurent Cohen, alors j'essaye de ne pas lire mon petit texte. Donc Laurent Cohen est neurologue. Il exerce à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est également professeur de l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Il a été longtemps directeur d'un laboratoire INSERM et maintenant il co-dirige un laboratoire dont le nom est impossible, enfin l'acronyme, le lien entre le nom et l'acronyme, c'est le laboratoire Picnic. Voilà, donc peut-être qu'il nous expliquera. Donc Laurent Cohen, en parallèle avec ses études de médecine, s'est intéressé aux sciences cognitives et il a fréquenté un laboratoire prestigieux à l'époque à Paris qui était le LSCP, Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est là où je l'ai rencontré. Mais ce n'est pas réciproque parce que lui ne m'a pas rencontré à ce moment-là, il ne m'a pas vu. J'étais une petite étudiante, voilà. Mais c'était déjà le grand Laurent Cohen. Alors, Laurent est le découvreur de l'ère visuelle des mots, qui est connu mondialement dans notre monde de neurosciences. Donc ça, c'est quelque chose de très important puisque tout le monde utilise cette appellation dans le monde entier. Mais Laurent est aussi quelqu'un qui a voué une partie de sa mission à transmettre la neuroscience au grand public. Et notamment, il est l'écrivain de livres qui ont eu beaucoup de succès, donc L'homme thermomètre, Pourquoi les chimpanzés ne parlent pas, et d'autres histoires sur le cerveau de l'homme, et Pourquoi les filles sont si bonnes en maths. Donc là, tu m'expliqueras, Laurent, parce que c'était pas l'idée commune que j'avais sur les filles, sur la réputation des filles, pardon. Laurent est également chroniqueur régulier à la télévision française principalement, et puis ce matin il a accepté une interview aussi de la radio suisse. Et comme ces qualités de communication, d'excellence scientifique sont rarement réunies en une seule personne, je pense que Laurent Cohen est un intervenant exceptionnel pour la conférence de ce soir. Donc je te donne la parole, Laurent. Attendez-vous au pire, parce qu'il va être difficile d'être à la hauteur de commentaires aussi emphatiques. Donc je remercie Annelise Giraud et l'Université de Genève pour cette invitation. Alors, comment lire avec un cerveau préhistorique? On va commencer par quoi? On va commencer par le cerveau. Alors, le cerveau, vous savez tous à peu près à quoi ça ressemble. Ça pèse 1,5 kg. Ce que ça a de particulier, c'est qu'il n'y a pas une manière de l'étudier. Il y a plein de manières de l'étudier. C'est comme des espèces de poupées russes. On peut le regarder avec une loupe grossissante plus ou moins puissante. Et parmi les neuroscientifiques, eh bien, il y a des gens qui passent leur vie à s'intéresser à une molécule, savoir comment elle est fabriquée, à quoi elle sert, etc. Il y a des gens qui étudient quelque chose de plus gros, qui est par exemple une synapse, un point de jonction entre deux cellules nerveuses. Il y a des gens qui voient beaucoup plus large, qui étudient un neurone entier. Et puis il y a des gens qui étudient des petits circuits d'une demi-douzaine de neurones pour voir comment ils communiquent entre eux. Et puis il y a des gens qui prennent encore plus de recul, donc peut-être comprennent encore moins ce qui se passe, qui sont les gens qui font des neurosciences intégratives, c'est-à-dire qui essayent d'avoir une compréhension assez globale du fonctionnement du cerveau, à quoi sert telle ou telle région, comment les différentes régions communiquent entre elles. Ces neurosciences intégratives, disons, sont entrées dans le domaine de la science au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Elles s'inspiraient d'une certaine manière, une des inspirations des premières approches découlait des travaux de l'illustre Franz Josef Gall, qui était l'inventeur de la phrénologie, l'idée que les différentes fonctions du cerveau sont localisées dans différentes parties du cerveau, qui est une idée qui ne va pas de soi. Eh bien, cette idée a été, au cours du XIXe siècle, défendue, soutenue, illustrée, démontrée par toutes sortes de neurologues, Broca, Charcot, Wernicke, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens?
ces gens ont travaillé avec des patients, c'est-à-dire des gens qui avaient des accidents cérébraux, surtout des accidents vasculaires cérébraux, mais pas uniquement. Et ce qu'ils ont montré, c'est que, à la suite d'un accident qui détruit une partie bien définie du cerveau, eh bien vous perdez un aspect bien défini de vos facultés intellectuelles. Ça peut être, comme dans le cas de Wernicke, des travaux sur le langage qui ont montré que si vous avez un accident qui détruit telle partie de votre cerveau, eh bien vous allez perdre tel aspect de votre langage, la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, etc. Mais c'est vrai dans tous les domaines, finalement, du fonctionnement mental. D'autres neurologues ont montré qu'avec une lésion ici, vous pouvez perdre la vision des couleurs, vous voyez en noir et blanc dans la moitié droite de votre champ visuel. D'autres qu'avec une lésion encore ailleurs, vous perdez la capacité à faire des gestes, à utiliser un objet alors que vous n'êtes pas paralysé, etc., etc. La morale de cette approche, finalement, c'est que le fonctionnement mental peut être décomposé en petits domaines, en petites fonctions séparées les unes des autres, qui peuvent donc tomber en panne à la suite de lésions localisées du cerveau. Alors, il n'y a pas eu que des travaux de neuropsychologie clinique, c'est-à-dire l'étude du comportement de patients. Il y a eu, au cours de la même époque, 19e siècle, 20e siècle, des travaux d'anatomie qui également ont montré que les différentes parties du cerveau, non seulement avaient des fonctions différentes, mais avaient une structure différente. C'est-à-dire que si on prend un microscope et qu'on coupe d'un cerveau en tranches et qu'on regarde à quoi ressemble la structure du cortex, on s'aperçoit que la structure du cortex, c'est-à-dire finalement la machine, les rouages de la machinerie, je suis à Genève, donc les rouages de la pendule, je devrais dire, ne sont pas les mêmes dans les différentes parties du cerveau. Et Brodmann, par exemple, au début du XXe siècle, a publié un très célèbre atlas où il fragmente comme ça le cortex cérébral en différentes régions, fondé sur la différence d'aspect microscopique du cortex dans ces différentes régions. Et, aussi curieux que ça puisse paraître, ce travail de cartographie anatomique du cerveau n'est pas fini, et il y a toujours de nouveaux atlas qui sont faits. Et l'image de droite, là, par exemple, c'est extrait d'un atlas qui est fait à Jülich, en Allemagne, et qui est toujours en cours de construction, fondé sur des indices anatomiques, mais qui sont évidemment plus à jour, plus récents, pas exactement les mêmes que ceux qui étaient utilisés au XXe siècle. Donc voilà, c'est une pub malheureuse, effectivement, pour un des livres, mais tout ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai utilisé cette idée de cerveau en pièces détachées, hein, pour représenter cette espèce d'image déconstruite du cerveau, mais que, évidemment, pour que tout ça marche, c'est comme un moteur, l'analogie est un peu triviale, il faut que toutes ces pièces communiquent entre elles et soient bien articulées entre elles. Et c'est quelque chose qui n'était pas ignoré de nos pairs, les neurologues, neuropsychologues, neuroscientifiques du XIXe siècle. Ils n'imaginaient pas, de façon naïve, qu'il y ait une région de la lecture, une région du langage, une région de la vision, etc. Ils savaient bien que ce n'était pas comme ça. Ils savaient bien que dès que vous faites quelque chose, quoi que ce soit, eh bien, vous mettez toujours en jeu tout un réseau, tout un ensemble de régions cérébrales éparpillées qui doivent donc communiquer entre elles. Ce que vous voyez à gauche, c'est un schéma très célèbre de Charcot, le fameux schéma de la cloche, dans lequel il montrait exactement ça. Il suggérait que voilà, quand vous entendez le son d'une cloche, eh bien, ça vous fait penser au mot cloche, à la prononciation du mot cloche, à l'orthographe du mot cloche, à la forme d'une cloche, etc., etc. Et que toutes ces connaissances sur la cloche sont disséminées probablement dans différentes parties du cerveau et communiquent les unes avec les autres. Et du côté anatomique aussi, Dejerine, dont on va reparler tout à l'heure, a fait des travaux d'anatomie extraordinairement subtils qui sont encore utiles aujourd'hui sur ces connexions, sur les liens qui permettent aux différentes régions cérébrales de communiquer entre elles. Alors évidemment, comme vous le disiez, madame, les choses ont pas mal changé du point de vue méthodologique, dans la mesure où maintenant, en plus des techniques dont disposaient les anciens, eh bien, il y a toutes les techniques de l'imagerie anatomique, fonctionnelle, l'IRM, etc. Pour en citer juste deux familles dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Il y a la fameuse IRM. L'IRM, c'est une machine que beaucoup de gens connaissent parce qu'on fait des IRM pour toutes sortes de choses. Si on a mal au genou, on peut faire une IRM. C'est une machine qui permet de faire toutes sortes de choses différentes, à la fois de voir l'anatomie du cerveau, des coupes comme si on coupait en tranches, mais aussi de faire des études
fonctionnelle, c'est-à-dire voir quelles sont les régions du cerveau qui entrent en jeu quand vous êtes en train de faire quelque chose. Et puis, il y a toute une autre famille de méthodes, parce qu'il faut savoir que l'IRM, c'est très indirect. Si vous voyez qu'il y a une région qui s'active en IRM pendant que vous êtes en train d'écouter de la musique, ce que vous voyez s'activer en IRM, ce n'est pas les neurones à cet endroit-là, ce n'est pas les cellules nerveuses de cette région-là. C'est très indirect. Vous vous dites, ah oui, ce que je vois, en fait, c'est l'augmentation du débit sanguin dans cette région-là. Et le débit sanguin augmente parce que les neurones qui sont ici travaillent plus et ont besoin de plus de sang. Et tout ça, ça prend du temps, ça prend plusieurs secondes pour que les neurones disent « j'ai besoin de sang, apportez-moi du sang ». Donc l'IRM, ça montre des choses, mais de façon indirecte. Et il y a d'autres méthodes qui montrent d'autres choses, notamment l'activité électrique à proprement parler des neurones. Parce que les neurones, ça marche avec l'électricité, et on peut mesurer de façon plus directe qu'avec l'IRM, mais alors ça a d'autres inconvénients, on peut mesurer l'activité électrique des neurones eux-mêmes, avec différentes techniques, l'électroencéphalogramme, bien connu, la magnétoencéphalographie, et puis dans certains cas, on est amené à faire des électroencéphalogrammes à des patients, mais pas à la surface de leur crâne, mais avec des électrodes qui sont enfoncés dans les profondeurs de leur cerveau. On ne fait pas ça pour simple curiosité scientifique, on fait ça quand c'est médicalement nécessaire. Donc il y a tout ce panel de méthodes nouvelles qui change évidemment la manière d'aborder toutes ces questions. Alors, tout ça, c'était très simple, très général, je pourrais parler de n'importe quoi maintenant. Là, malheureusement, ça va devenir plus compliqué parce que je vais me focaliser sur le sujet du jour, qui est la lecture. Alors, on va rester à l'époque dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la deuxième moitié du XIXe siècle, période très importante, plein de découvertes, etc. Et voilà le fameux Dejerine, dont vous avez vu un dessin tout à l'heure, qui était neurologue, anatomiste, etc. Et la première date dans l'histoire des sciences, des neurosciences de la lecture, eh bien, c'est dû à Dejerine, qui en 1892 a publié un article qui décrit le cas d'un patient, et c'est un article remarquable, extrêmement clair, extrêmement complet, avec à la fois une description du comportement du patient et aussi une description de sa lésion. Alors, le résumé de cette histoire est très simple. Dejerine décrit ça comme ça, en une phrase. Ensuite, il y a beaucoup de détails, mais la phrase, c'est ça. Le malade s'aperçut brusquement qu'il ne pouvait plus lire un seul mot, tout en écrivant et en parlant très bien, et en distinguant aussi nettement qu'auparavant les objets et les personnes qui l'entouraient. Autrement dit, ce patient avait ce qu'on appelle maintenant une alexie pure. Alexie, ça veut dire qu'il ne pouvait pas lire. Pure, c'est-à-dire que tout le reste marchait bien. Il pouvait écrire, il pouvait voir. Mais quand on lui montrait un mot, ça ne lui disait rien. Quand on lui montrait même une lettre, un A, il était capable de dire « bah oui, c'est une espèce de triangle, ça a l'air d'un chevalet, mais je ne peux pas vous en dire plus ». Ça, c'est l'alexie pure. On va y revenir. Mais, alors, pour finir avec l'histoire de Dejerine, ou plutôt de son malheureux patient, donc son patient devenu alexique, Dejerine a continué à le suivre pendant quelques années, il est toujours resté aussi alexique, et il a fini par mourir d'autres choses, d'autres accidents vasculaires, et donc Dejerine a fait l'autopsie de ce patient, et il a décrit le cerveau, il a notamment décrit la lésion. Alors là, vous voyez le cerveau vu d'en dessous. Donc, comme il est vu d'en dessous, l'hémisphère gauche est à droite, l'hémisphère droite est à gauche. Et ce que vous voyez en noir ici, cette région-là, c'est la région qui était endommagée chez ce patient et qui était la cause de la perte de la lecture. Alors, cette simple observation pose une question assez générale, qui renvoie au titre que j'avais proposé, le cerveau préhistorique, etc. Pourquoi ? C'est qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal. Ce que montre cette observation, c'est que vous pouvez, enfin, il peut, j'espère que ça ne vous arrivera pas, on peut perdre de façon sélective la capacité de lire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a bien dans la tête une machine qui ne sert qu'à lire, puisqu'on peut ne perdre que ça. Donc ce patient, avant son accident, avait un système cérébral qui lui servait à lire et qui ne servait qu'à ça, puisque, à la suite de son accident, il a perdu que ça. Le reste continuait à bien marcher. La question se pose de savoir d'où ça vient, ce système, parce qu'il n'existe sûrement pas à la naissance. Parce qu'un bébé qui naît maintenant, eh bien, il a le même cerveau qu'un bébé qui naissait il y a 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, je ne sais pas. C'est-à-dire que
l'évolution biologique, qui nous a dotés de 2 jambes, ne nous a pas dotés d'un système cérébral dédié à la lecture. La lecture, c'est un truc extrêmement récent. Ça a été inventé il y a 5000 ans, ce qui, à l'échelle de l'évolution biologique, c'était hier. Jusqu'à il y a très peu de temps, il y a une infime minorité de la population qui pouvait lire. Donc ce n'est pas l'évolution darwinienne qui nous a fait pousser un système de lecture. Donc tout ça sort. Alors, il y a 3 histoires, pour savoir d'où ça sort, 3 histoires imbriquées les unes dans les autres. La première histoire, c'est justement l'évolution biologique, l'évolution darwinienne. On a besoin que notre cerveau dispose de 2 grands systèmes pour pouvoir lire. On a besoin d'hériter finalement de l'évolution des espèces de 2 systèmes. Le premier système, c'est la vision. Bon, on a besoin d'avoir un système visuel pour voir les lettres et les reconnaître. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas de système visuel, si vous êtes aveugle, vous pouvez lire en utilisant une autre voie d'entrée. Mais enfin, restons dans la situation habituelle qui est la vision. Donc on a besoin d'un système visuel. Le système visuel des êtres humains est à peu près comme le système visuel des singes. Ce que vous voyez là, c'est un dessin d'un cerveau de macaque. Et vous voyez en bleu, tout l'arrière du cerveau est dédié à l'analyse de la scène visuelle dans laquelle on est plongé. Où sont les choses, quelles sont les choses qui nous entourent, où elles sont placées, etc. Et comme vous voyez dans le cerveau du macaque, mais c'est pareil dans un cerveau humain, en gros, on peut diviser en 2 parties ce système visuel cérébral. Une partie qui est vers le haut, qui sert à localiser les choses dans l'espace, c'est ce qui me permet de placer mon doigt exactement là, d'attraper un objet, de viser, etc. Le système de localisation, le système du « où ». Et puis vers le bas, il y a une autre partie du système visuel, qu'on appelle le système du « quoi », qui permet d'identifier les choses, de voir les caractéristiques des objets. Ça, c'est un visage, ça, c'est une télécommande, ça, c'est un micro, une chaise, etc. Donc on a hérité de ça. Alors, deuxième étape de l'histoire, eh bien, l'histoire change d'une certaine manière de nature. C'est-à-dire qu'il y a 5000 ans à peu près, il y a des gens qui inventent la lecture et l'écriture, qui inventent des alphabets, des systèmes d'écriture. Et là, on entre dans une autre histoire, qui est l'histoire culturelle. Il n'y a toujours pas d'évolution biologique, il ne se passe rien, notre cerveau reste le même, mais il y a une histoire culturelle. Et au cours de cette histoire culturelle, il se passe plein de choses. Pour faire le lien entre les deux, effectivement, en substance, cette invention de la lecture et l'écriture, ça se résume à quoi? Ça se résume à un nouveau lien, un lien d'une nouvelle espèce entre la vision et le langage. C'est une manière de rendre visibles des petits morceaux de paroles. Alors, selon les systèmes, ensuite, on va rendre visible un phonème, une syllabe, un mot entier, des choses comme ça, une consonne. Donc, les morceaux de paroles qu'on va rendre visibles en les représentant par une lettre, eh bien, ça dépend des systèmes, mais le principe est toujours le même, c'est un nouveau lien entre vision et langage. Et donc, les systèmes qui sont inventés depuis 5000 ans sont divers et variés. Et cette variété saute aux yeux. C'est-à-dire que si vous voyez ces différents systèmes, vous dites, ben voilà, ça n'a pas grand-chose en commun. Et on a l'impression que c'est... Et on sait, par ailleurs, ça continue à être vrai, ça continue à changer avec Internet, etc. C'est un élément, cette invention a un impact immense sur l'évolution de la civilisation, des sociétés, etc. Rien de tout ce qui est autour de nous n'existerait s'il n'y avait pas de lecture et d'écriture. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que cette invention et cet élément essentiel de notre culture est enraciné dans la biologie, enraciné dans la biologie du cerveau. Alors il y a une manière un peu indirecte de le montrer. C'est des travaux qui ont été faits par un certain Marc Changizzi il y a une dizaine d'années. Alors ce qu'il a fait dans cette étude, c'est quelque chose dans le principe d'assez simple. Alors, il a collectionné tous les alphabets qu'il a pu trouver. Il a trouvé, je ne sais pas, 150 alphabets, il les a tous collectionnés. Puis il a pris les lettres et il les a cassées en morceaux. Il a réduit les lettres à leurs pièces élémentaires, aux pièces détachées constituant les lettres. Par exemple, 2 petites lignes qui se croisent, 2 lignes qui se touchent par le bout, un petit rond, des choses comme ça. Et dans tous ces alphabets, il a compté, il a calculé la fréquence de ces différents petits morceaux. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est que c'est extrêmement fréquent, un petit bout qui est juste un trait. Un peu moins fréquent, deux petits traits qui se touchent comme un T.
nettement moins fréquent, des traits qui se croisent comme ça, etc., etc. Ce que vous voyez là, c'est juste le calcul de la fréquence de ces différentes pièces élémentaires de fabrication des lettres. Il a fait une deuxième chose. Il a pris des photos du monde, toutes sortes, la nature, des villes, toutes sortes de choses. Et il a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il les a cassés en petits morceaux. Et il a fait les mêmes statistiques sur les mêmes petits morceaux. Petits morceaux, par exemple, si vous regardez là, vous allez voir l'angle de ce pupitre, c'est deux lignes qui se touchent par le bout. Si vous regardez l'angle de la pièce, là-bas, ça sera plutôt 3 lignes comme ça qui se touchent. Donc il a fait ce travail. Et ce que vous voyez là, ce graphique-là, et ce graphique-là, ce qu'il montre, c'est très simple, c'est que les statistiques sur ces petites pièces géométriques élémentaires sont les mêmes dans les alphabets et dans les images du monde réel. C'est-à-dire que si 2 petites lignes qui se touchent par le bout, c'est très fréquent dans les alphabets, eh bien c'est aussi très fréquent dans le monde réel. Si une autre combinaison est nettement plus rare dans les alphabets, elle est aussi nettement plus rare dans le monde réel qui nous entoure. Moralité, si on veut interpréter ça. Si on veut interpréter ça, on peut dire, eh bien c'est normal, quand vous inventez un alphabet, imaginez, vous essayez, vous voulez inventer un alphabet, comme l'ont fait beaucoup de gens qui ont inventé les alphabets. Eh bien, vous allez créer des lettres qui sont commodes, qui sont faciles à reconnaître, des lettres qui sont adaptées à votre système visuel. Or, votre système visuel, eh bien, vous en avez hérité de millions d'années d'évolution sur la Terre. Donc, on a un système visuel qui est apte à reconnaître, à analyser certains types de formes, par exemple des jonctions de lignes. Et donc, quand vous inventez un alphabet, vous allez faire un alphabet qui est adapté à votre système visuel et qui donc ressemble au système visuel, ressemble au monde qui nous entoure. Donc, ça indique ça que ces inventions culturelles, ces inventions d'alphabet, ce n'est pas n'importe quoi. On les fait sous la contrainte de la manière dont notre cerveau était déjà organisé, notamment pour la vision. Alors, il a fait d'autres choses sur l'écriture, mais peu importe. Première histoire, histoire biologique. Deuxième histoire, histoire culturelle. OK, mais même si tous les alphabets se ressemblent plus ou moins, sont faits avec les mêmes pièces détachées, n'en reste pas moins que quand un enfant doit apprendre à lire, il doit apprendre un système particulier, qui est celui qui est en usage dans son pays. Et c'est ça la troisième histoire, c'est l'histoire individuelle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'enfant doit apprendre, doit modifier son cerveau d'une manière telle à pouvoir maîtriser un système d'apprentissage, un système de lecture donnée. Et évidemment, là, c'est aussi de la biologie, parce que cet apprentissage, ça se passe bien quelque part, ça se passe, c'est des neurones qui se branchent entre eux de façon un petit peu différente, etc. C'est de la biologie. Donc on est en plein dans la biologie, même si la lecture est un objet culturel essentiel. Alors, le résultat de cette triple histoire, c'est le système de lecture qui avait dans la tête du patient de Dejerine et qui a été détruit par cet accident vasculaire, même dont l'existence a été révélée par cette perte liée à cet accident vasculaire. Alors, tout ça, c'était encore extrêmement général, c'était de l'introduction, un peu du blabla historique. Maintenant, ça va devenir beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ennuyeux, parce qu'on va entrer dans des choses plus rigoureuses, des données, d'imagerie, ça va devenir plus technique. Donc, je vous souhaite bonne chance. La première chose qu'on va voir, c'est un peu comment ce système de lecture dans le cerveau est organisé en gros. L'organisation du système de lecture chez l'adulte. Alors, chez un adulte, chez quelqu'un qui sait déjà lire. Alors ça, ah ben ça marche, c'est un miracle, je pensais que ça ne marcherait pas. Bonne nouvelle. Alors ça, c'est un petit film. C'est de la magnétoencéphalographie, une des techniques que je vous ai montrées tout à l'heure, qui est tirée d'un article de Marinkovic il y a plus de 12 ans. Ce que vous voyez un hémisphère gauche vu de profil gauche, comme ça. Vous voyez, avec l'avant, on ne voit pas très bien, c'est un peu sombre, l'arrière, le haut, le bas. Et les trucs rouges qui passent, ces espèces de vagues, ça tourne en boucle. Hein, le film tourne en boucle, ça dure 1 seconde à peu près et ça tourne en boucle. Ce qu'on voit, c'est le flot des activations cérébrales qui se produisent quand vous voyez un mot devant vous. Il y a un mot qui apparaît devant un écran, et pendant la seconde qui suit l'apparition de ce mot, voilà ce qui se passe. Et si on veut, en gros, lire ce qui se passe, eh bien, ça commence en arrière. Attention, voilà. Puis ça avance, et ça avance encore.
Ça commence en arrière parce que toute l'information visuelle qui vient des yeux et qui arrive au cerveau, aussi curieux que ça puisse paraître, arrive par l'arrière dans le cerveau. Dans la région occipitale, c'est là qu'arrive toute l'information visuelle. Ensuite, l'information avance dans le bas du cerveau, la région que je vous ai montrée chez le macaque tout à l'heure, qui sert à reconnaître les formes, le fameux système du quoi, qui sert à reconnaître les objets en général qui nous entourent. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il y a des choses à reconnaître quand on lit, il faut reconnaître les lettres. Et puis ensuite, encore un petit peu plus tard, vous voyez que les activations se propagent dans des régions du langage, régions de Broca, Wernicke, etc. Et donc on voit là le flot des activations cérébrales pendant que vous lisez un mot. Alors, voyons un petit peu plus précisément ce qui se passe. Alors, on va suivre quelques étapes. Première étape, comme je vous ai dit, ça entre par les lettres que vous avez vues entrent dans l'arrière de votre cerveau, puis ça avance dans le système de reconnaissance des objets en général, et c'est là qu'ont vont être reconnues les lettres, c'est un A, c'est un B, etc. Et on va revenir là-dessus, l'endroit, c'est ça, Annelise faisait allusion à ça tout à l'heure, avec Stanislas Dehaene, on a décrit et pas mal travaillé sur une région dans le système visuel qui sert particulièrement à reconnaître les lettres. Et une fois que les lettres sont reconnues, vous avez vu le mot radio devant vous, R-A-D-I-O, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, on n'a plus besoin du système visuel. L'identité des lettres peut être transférée au système de langage qui va faire le reste du travail. Alors, le reste du travail, c'est quoi? C'est deux choses qui peuvent se passer en même temps. Devant une série de lettres que vous avez reconnues, eh bien, vous pouvez faire deux choses. La première chose, c'est quelque chose qui ne peut se produire que si c'est un mot que vous connaissez, un mot qui existe. Eh bien, si c'est un mot que vous connaissez, un mot qui existe, eh bien, vous allez réveiller tous les souvenirs que vous avez dans votre mémoire concernant ce mot, sa signification, est-ce que sa catégorie grammaticale, est-ce que c'est un nom, un verbe, comment ça se prononce, tout ce que vous savez sur ce mot, vous allez pouvoir l'évoquer. C'est l'accès au dictionnaire mental. C'est comme un dictionnaire, il y a marqué la prononciation, le sens, etc. Mais en même temps, vous pouvez faire une deuxième chose, et cette deuxième chose, elle marche, même si c'est un mot que vous voyez pour la première fois. Un truc, une suite de lettres, plus ou moins prononçables, grabilou, vous n'avez jamais vu ça, mais vous pouvez le prononcer. Parce que vous savez que G, ça se prononce G avant une consonne, le R, ça se prononce R, le A, ça se prononce A, etc. Autrement dit, vous pouvez transformer, en appliquant des règles propres au français, une suite de lettres en une suite de sons. Bon. C'est transformation des lettres en sons. Donc voilà l'architecture générale. Alors évidemment, il y a d'autres choses pour lire dont on a besoin que ces éléments centraux. Parce qu'évidemment, il faut être capable de déplacer son attention sur une page de journal. Si on ne fait plus attention au coin supérieur gauche, on ne va pas pouvoir lire la page. Il faut que l'attention puisse balayer la page. Etc., etc. Il y a l'écriture, c'est encore une autre histoire. Mais ça, c'est le noyau des choses. Et comment est-ce qu'on a identifié ces trois grands blocs dans le système de lecture? Reconnaissance des lettres, accès au dictionnaire mental, transformation des lettres en sons. Eh bien, c'est, là encore, avec la neuropsychologie, avec des patients, si le système de reconnaissance des lettres est détruit, eh bien vous avez le patient de Dejerine, vous avez l'alexie pure. Il ne peut pas reconnaître les lettres, le système de lecture est bloqué dès son entrée. Ensuite, l'accès au sens, non, vous n'avez pas reconnu les lettres, vous ne pouvez rien faire de plus. Les autres types de troubles de la lecture aussi sont documentés par la neuropsychologie. Par exemple, il y a des patients qui ont des lésions, notamment dans cette partie des lobes temporaux, dans l'avant des lobes temporaux, notamment dans une maladie qui s'appelle la démence sémantique, une maladie dégénérative du cerveau, distincte de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, ces gens-là perdent leur connaissance sur les mots, ils oublient le sens des mots, la prononciation des mots, etc. C'est comme si leur dictionnaire mental s'évaporait progressivement. Et évidemment, est-ce qu'ils sont incapables de lire? Non, ils ne sont pas incapables de lire parce qu'ils peuvent toujours transformer les lettres en sons. S'ils voient écrit le mot cochon, ils vont lire cochon, parce que C, ça se prononce que, O, ça se prononce O, etc. Mais si vous leur montrez un mot comme, par exemple, le mot yacht, ils vont le lire yacht. Parce que le mot yacht est un mot irrégulier. Et la seule manière de savoir comment il se prononce, c'est d'aller chercher dans sa mémoire, dans son dictionnaire mental, et de dire, ce truc-là, ça ne se prononce pas yacht,
Il ne suffit pas d'appliquer les règles. Eh bien, j'ai appris par cœur, quand j'étais petit, que ça se prononçait yacht. Ces patients ne peuvent pas le faire, donc ils vont dire yacht. Voilà. Donc ça donne un type de problème de lecture différent de ce qu'on voit dans la lexipure, par exemple. Et puis, il y a également des patients dont le problème prédominant est dans la transformation des lettres en sons. Alors ces patients-là, ils pourront lire les vrais mots pas trop mal, mais les mots nouveaux, inventés, qu'ils n'ont jamais vus avant, qu'on peut lire qu'en transformant les lettres en sons, ça va leur poser de gros problèmes. Alors dans tout ça, je vais me concentrer, après cette introduction qui a probablement pris les 3/4 de mon temps de parole, je vais me concentrer là-dessus, hein, comme vous pouvez vous en douter, c'est-à-dire sur le système qui sert à reconnaître les lettres. Alors, comme je vous ai dit, c'est la porte d'entrée dans le système de la lecture. Alors, ce sigle malheureux, là, VWFA, c'est Visual Word Form Area. Il vaut mieux pas, c'est comme le Picnic Lab, il ne faut pas chercher à savoir ce que ça veut dire. Ça signifie, mot à mot, la région de la forme visuelle des mots. Mais ça ne concerne pas que les mots, ce n'est pas vraiment leur forme, ce n'est pas que visuel, enfin, voilà, ça s'appelle comme ça maintenant. Enfin, c'est l'habitude qu'on a prise. Alors, comment est-ce qu'on a découvert qu'une région spécialisée dans l'analyse visuelle des mots, c'est-à-dire essentiellement la reconnaissance des lettres, disons, eh bien, comment on a découvert que ça existait? Eh bien, je vous l'ai déjà raconté, c'est l'histoire de Dejerine. On a montré que des patients peuvent perdre la capacité à reconnaître les lettres alors que le reste continue à bien marcher, notamment la reconnaissance des visages, des objets, etc. Les travaux de Dejerine ont été répliqués avec des techniques plus modernes, avec de l'IRM anatomique, sans attendre que les gens trépassent pour faire l'anatomie de leurs lésions. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est un travail où on a pris, c'est pas nous, ils ont pris des dizaines de patients avec des lésions plus ou moins dans la région temporale gauche, plus ou moins dans la région critique montrée par Dejerine, mais certains de ces patients avaient une alexie, d'autres patients n'avaient pas d'alexie. Ils ont comparé les lésions des patients avec une alexie et des patients sans alexie. Et la petite tache rouge que vous voyez là, c'est la région qui fait la différence entre la lésion de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas d'alexie. Autrement dit, si votre lésion cérébrale, si votre accident vasculaire ou autre détruit précisément ce petit endroit, eh bien, il y a de forts risques que vous soyez alexique. Alors que si votre accident épargne cette région, il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas. Donc, une région semblable existe. Et très logiquement, comme je vous l'ai déjà dit, elle se trouve dans la voie ventrale, la partie inférieure du système visuel, qui globalement sert à reconnaître les choses, reconnaître des choses, reconnaître des lettres. Et si on regarde un petit peu plus près comment est organisée cette voie ventrale, cette partie du système visuel qui sert à reconnaître les choses, eh bien, ça ressemble à une espèce de mosaïque. Vous voyez, des taches de toutes les couleurs, c'est de l'IRM fonctionnel. Alors, les couleurs ne sont pas crachées automatiquement par l'IRM, c'est un peu du travail sur l'IRM fonctionnel. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi cette mosaïque? Cette mosaïque, ça vous montre que dans le système visuel ventral, eh bien, il y a des sous-régions qui sont spécialisées dans la reconnaissance de différents types d'objets. Alors, c'est vrai pour quelques catégories. Il y a une région qui est spécialisée dans la reconnaissance des visages. Si c'est cette région qui est endommagée, vous allez être prosopagnosique, pas alexique, vous pourrez lire, vous allez devenir incapable de reconnaître les visages. Autre région qui sert à reconnaître les objets. Autre région qui sert à reconnaître les bâtiments et les lieux. Donc il y a une espèce de mosaïque. Et dans cette mosaïque, chez un adulte lecteur, eh bien, il y a une de ces régions, qui est cette fameuse région forme visuelle des mots, qui est spécialisée pour la reconnaissance, pour la lecture, pour la reconnaissance visuelle des caractères alphabétiques. Donc ça vient à l'intérieur d'une mosaïque, c'est un petit carreau de plus dans la mosaïque. Alors on n'a pas attendu de lui trouver ce joli nom, pour savoir qu'une telle spécialisation pour la reconnaissance des mots existait dans le système visuel. Ça, c'est un travail qui est de 10 ans plus ancien, de Anna Nobré, qui est justement un travail fait avec des électrodes enfoncées dans le cortex de patients épileptiques, dans lequel, ce qu'elle a montré, c'est qu'à certains endroits, à cet endroit-là, en fait, dans le dessous du lobe temporal gauche, eh bien, il arrive qu'on trouve un endroit où, quand le patient voit un mot ou des suites de lettres, il y a un magnifique potentiel électrique, alors que si on lui montre un visage, des objets, des formes géométriques, il ne se passe rien. Donc,
il y a des données convergentes qui indiquent qu'il y a une spécialisation, qu'il y a une partie du système visuel qui réagit particulièrement aux lettres et aux mots. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais le point le plus intéressant, c'est que cette région est une des bases de l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire, c'est une des choses qui, dans le cerveau, se modifie et constitue le support de la connaissance qu'on a d'un système de lecture. Moi, je sais lire tel alphabet, pas tel autre, parce que mon cerveau a été modifié quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, a pris l'empreinte de ce système de lecture, et une des régions qui a pris l'empreinte d'un système de lecture, c'est ce qu'on va voir, c'est ce système de région de la forme visuelle des mots. Alors, ce que je veux dire par prendre l'empreinte et prendre des caractéristiques propres à un système d'écriture, c'est ça. Si je vous montre ces deux parapluies, eh bien, vous voyez tout de suite que c'est le même objet. L'un est plus grand, l'autre est plus petit, mais vous voyez immédiatement que c'est le même objet. Et heureusement, puisque les objets, selon qu'ils sont loin ou proches, changent de taille apparente. C'est-à-dire que cette carafe-là, quand j'en suis près, elle projette une grande image sur ma rétine. Si je m'éloigne, l'image devient de plus en plus petite. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que c'est des objets différents. Je sais que c'est le même objet. Donc, c'est comme ça parce que une des caractéristiques universelles de notre système visuel, mais c'est aussi le système visuel dans tous les animaux, c'est une invariance pour la taille. Invariance, ça veut dire que si la taille apparente d'un objet change, ça n'a aucune importance, au moins pour le système qui sert à reconnaître les objets. Donc, c'est comme ça d'une manière générale. Donc, de la même manière, sans être obligé d'apprendre quoi que ce soit de spécial, même quelqu'un de tout à fait illettré voit que ça et ça, c'est la même chose, c'est le même objet, c'est un grand A, c'est un A. Bon, parce que le principe d'invariance universelle pour la taille s'applique et me dit c'est la même chose. En revanche, moi qui sais lire, eh bien, il est absolument évident que ces deux signes sont la même chose, c'est le même objet, l'objet, c'est une lettre A. Or, si vous vous attendez un instant, si vous faites attention, vous voyez que ces deux formes n'ont absolument rien en commun. L'un, c'est un grand triangle comme ça, l'autre, c'est une espèce de petite nouille arrondie. Ce sont des formes entièrement différentes, dont le lien est arbitraire. C'est uniquement parce que les hasards de l'histoire de l'évolution des écritures font que ces deux signes représentent la même lettre que pour nous, c'est le même objet. Donc, c'est quelque chose qui a nécessairement dû être appris, alors que ça n'a pas dû être appris. Alors, je vais vous donner des exemples, 2-3 exemples de semblables propriétés nécessairement apprises et incarnées dans ce système de la forme visuelle des mots, dans le lobe temporal de l'hémisphère gauche. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est non seulement dans le système visuel, on en a dans les deux hémisphères, c'est dans la version hémisphérique gauche que se trouve ce système habituellement de reconnaissance des lettres. Donc, premier exemple, c'est à peu près celui que je vous ai donné, et je suis d'autant plus heureux que le premier auteur de ce travail se trouve dans cette pièce, dans cette salle, enfin, sauf s'il est sorti pour donner le biberon, je ne sais pas, mais il était là tout à l'heure, en tout cas. C'est l'équivalence entre les formes arbitraires, hein, le grand A et le petit a. Ce qu'on avait fait avec Émilie Cao il y a quelques années, c'est une étude visant à chercher quelles sont les régions qui savent dans le cerveau, quelles sont les régions dans le système visuel dans le cerveau, qui savent qu'un mot écrit en majuscule d'imprimerie et le même mot écrit de façon manuscrite, qui dans le cerveau sait que c'est la même chose? Qui dans le cerveau, quelles régions dans le système visuel cérébral savent que ces signes qui géométriquement n'ont vraiment rien à voir représentent en fait une seule et même chose. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de la cuisine expérimentale, mais l'idée est la suivante, c'est que quand vous montrez... Le cerveau est intéressé par la nouveauté. Donc, si vous montrez 2 fois de suite le même objet, eh bien, votre système visuel va s'activer une première fois pour l'objet, et puis vous le présentez une deuxième fois juste après, il va s'activer, mais pas beaucoup. Aucune information nouvelle, vous avez montré la même chose. Alors que si vous montrez
un premier objet, puis un deuxième objet tout à fait différent, ben le cerveau, globalement, sur ces deux objets, va s'activer plus, parce qu'il y aura plus de nouveautés, il y aura deux objets nouveaux au lieu d'avoir un objet nouveau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les activations provoquées dans le cerveau par des paires de mots répétés, alliance-alliance, et des paires de mots différents, machine-alliance. Et ce qu'on voit, c'est que notre fameuse petite région dans la région temporale gauche de reconnaissance des lettres s'active plus quand on lui montre machine-alliance que quand on lui montre alliance-alliance. Ce qui veut dire, parce qu'il y avait ce qui veut dire que cette région sait que, bien que l'écriture soit entièrement différente, que les formes géométriques soient entièrement différentes, que ces deux objets sont équivalents. Autrement dit, cette région, en gros, sait qu'un A majuscule d'imprimerie et un petit a minuscule manuscrit représentent la même chose. Et donc à incorporer cette équivalence entre des formes arbitraires qui est une des choses que vous apprenez quand vous apprenez un alphabet donné. Deuxième exemple, aussi quelque chose d'arbitraire qui a été appris par cette région, qui va au-delà de la simple lettre individuelle. C'est-à-dire que quand vous voyez une suite de lettres, vous pouvez d'un coup d'œil non seulement voir que c'est des lettres de l'alphabet que vous connaissez, mais vous pouvez aussi voir que leur combinaison est plausible, orthographiquement, que c'est possible en français, que ce soit un vrai mot ou pas, mais ça pourrait en être un. Donc ce qu'on avait fait, en fait, avec Fabien Vinquier, on avait présenté, ça c'est pas tout neuf ça, mais on avait présenté au sujet des suites de lettres. Alors il y en avait différentes espèces. À un extrême, c'était des trucs absolument impossibles en français, K, Z, W, Y, W, K, des choses comme ça, totalement incompatibles avec les règles et les statistiques de l'orthographe du français. À un autre extrême, soit des vrais mots, soit des choses qui pouvaient être des vrais mots, avonyle, ça n'existe pas, mais ça pourrait très bien exister. Et un certain nombre de situations intermédiaires. Donc des suites de lettres obéissant plus ou moins aux statistiques de l'orthographe du français. Et ce que vous voyez là, cette petite tache jaune, une fois de plus, qui est toujours la même région de la forme visuelle des mots, eh bien, c'est une région qui s'active d'autant plus que les suites de lettres que vous voyez sont plus conformes à l'orthographe du français. Là encore, c'est quelque chose de tout à fait arbitraire du point de vue géométrique. Avonyle n'est pas meilleur que KZWY, etc. C'est uniquement par l'arbitraire des statistiques de l'orthographe du français que l'un est meilleur que l'autre. Autrement dit, ce qu'on a proposé, c'est que cette région a incorporé non seulement des connaissances sur les lettres individuelles, mais aussi des connaissances sur les combinaisons de lettres et sur les statistiques des combinaisons de lettres. Je donne un dernier exemple d'une propriété incorporée d'un système d'écriture incorporé par cette région. Si je vous demande, alors je pense qu'on est meilleur que le hasard, mais enfin, si je vous demande quelle est la vraie Joconde, eh bien c'est difficile. Autrement dit, on reconnaît tout de suite que c'est la Joconde, ça c'est extrêmement facile, mais savoir si la vraie Joconde regarde à droite, regarde à gauche, je pourrais vous montrer des tas d'exemples de ça, c'est difficile, et généralement, les gens ne savent pas. Ce qui est quand même assez frappant. Ce que ça veut dire, ça, c'est que de la même manière que la taille apparente d'un objet n'a pas d'importance pour reconnaître quel est cet objet, comme on l'a vu tout à l'heure avec le parapluie, de la même manière, le fait que cet objet soit en miroir ou pas en miroir n'a pas d'importance non plus. Et c'est quelque chose qui est assez logique. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si là, il y a un ours, mais si vous promenez, ou si notre ancêtre se promène, je sais pas, dans la savane, je ne sais pas s'il y avait des ours dans la savane, je ne suis pas sûr. Bon, un tigre, non, il ne devait pas y avoir de tigre non plus, je sais pas, voit un animal, un lion, qui défile devant lui, qui passe de gauche à droite, il a peur, il se souvient de cet épisode, et la prochaine fois, il évitera de s'approcher des lions. Bon. Si le lendemain, il voit passer le lion, non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, il va immédiatement savoir que c'est le même animal que la veille, alors que, géométriquement, il n'y a pas un seul point de sa rétine qui va être stimulé de la même manière.
l'image, c'est difficile de se l'imaginer, mais l'image est entièrement différente d'un objet qui est comme ça et d'un objet qui est comme ça, point par point. C'est ce qui permet aussi aux enfants, par exemple, c'est la première fois qu'on leur montre, je ne sais pas, une brosse à dents, ben, ils voient la brosse à dents, disons, avec les poils du côté droit et le manche du côté gauche, ils apprennent que c'est une brosse à dents. Si le lendemain, on leur montre la brosse à dents dans l'autre sens, avec les poils à gauche et le manche à droite, on n'est pas obligé de leur réapprendre. Alors cet autre objet, c'est également une... Non. Par défaut, on a un système visuel qui marche de telle sorte que, par défaut, les objets à l'endroit, les objets à l'envers, on perçoit immédiatement que c'est le même objet. Ce n'est pas propre à l'espèce humaine, ça a été étudié chez des babouins, je crois que ça a été étudié chez les pigeons, etc. Le problème, c'est que dans le cas de la lecture, ça peut conduire à des erreurs. Par exemple, le P et le Q, ou le B et le D, sont des formes en miroir, mais ne sont pas la même lettre. Contrairement à la brosse à dents, on passe d'un côté à l'autre du miroir, on change l'identité de l'objet. Et si je vous montre ça en dessous des ours, ces deux pseudo-mots-là, boop et quad, eh bien bon, boop et quad. Mais il faut un effort particulier pour s'apercevoir qu'ils sont des images en miroir l'un de l'autre. Si vous mettez un miroir ici, si vous écrivez boop, ou vous regardez boop dans un miroir, vous allez voir quad et inversement. Autrement dit, dans le cas de l'écriture, on a perdu cette invariance pour la transformation en miroir qui s'applique d'une manière générale dans le domaine visuel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez difficile à apprendre, à désapprendre. Et il y a une phase, souvent, pendant que les enfants apprennent à lire, pendant lesquelles ils ont beaucoup de mal à distinguer le P du Q, le B du D, ils écrivent dans un sens, dans l'autre. Et il faut qu'ils désapprennent cette espèce de situation habituelle. Il arrive que les enfants dyslexiques aient particulièrement de mal, ou prennent particulièrement longtemps pour désapprendre cette symétrie en miroir. Et donc, avec Stanislas Dehaene, on avait étudié ça de la même manière qu'on avait étudié l'équivalence pour majuscule, minuscule, eh bien, on a étudié aussi l'équivalence ou la non-équivalence pour à l'endroit, à l'envers. En utilisant à peu près la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire en présentant des paires d'images et en essayant de voir quelle paire d'images le système visuel est capable de considérer comme deux images différentes et lesquelles il considère comme deux images pareilles. Et on a fait ça avec des suites de lettres, avec des mots, là, à l'endroit, à l'envers, des images à l'endroit, à l'envers. Et la morale, c'est que la région de la forme visuelle des mots, notre système de reconnaissance des lettres, eh bien, pour cette région-là, l'ours à l'endroit et l'ours à l'envers, c'est la même chose. Il considère, si on lui montre un ours à l'endroit, un ours à l'envers, il va s'activer peu, parce que c'est deux fois de suite la même chose. Alors que si on lui montre boop et quad, il va s'activer beaucoup, parce que pour lui, c'est deux choses différentes. Autrement dit, on a l'impression que cette région continue à appliquer ce principe général d'équivalence entre endroit et envers d'une façon générale, sauf quand il s'agit d'écriture, auquel cas cette région a désappris cette équivalence entre endroit et envers. Alors, je vous ai dit là, je vous ai donné 3 exemples du fait que cette région porte des traces de l'alphabet particulier, du système d'écriture particulier que vous avez appris à l'école, dans la mesure où les systèmes sont quand même différents les uns des autres, on pourrait s'attendre à ce que ces traces laissées dans votre cerveau soient différentes selon le système que vous avez appris. Et c'est une question qui revient souvent, est-ce que c'est les mêmes régions qui sont utilisées si on lit des idéogrammes chinois, si on lit de droite à gauche en arabe ou en hébreu, si on lit de gauche à droite, etc. Bon. L'idée générale, c'est qu'en fait, il y a extrêmement peu de différences. Et que dans les différentes écritures qui ont été étudiées en imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire surtout effectivement l'écriture alphabétique, beaucoup en anglais, des études en japonais, des études en chinois, sur tout ça, eh bien, il y a extrêmement peu de différences. On voit la même chose, à quelques menus détails près. Alors, je vous donne quand même 2 exemples de menus détails qui
distingue un peu les langues. Ça, c'est un travail qu'on avait fait il y a quelques années avec Martin Schwed. Et on avait comparé les activations dans le cerveau de Français lisant du français et de Chinois lisant du chinois. Il y avait d'autres choses dedans, mais ce qu'on a montré, c'est qu'il y a quand même des petites différences de topographie. La région de reconnaissance des lettres officielles, elle est pareille, elle est placée au même endroit, que vous soyez un Français en train de lire du français ou un Chinois en train de lire du chinois. Mais avant d'arriver à cette région de reconnaissance des lettres, il y a d'autres régions visuelles qui prémâchent le travail, qui transforment progressivement ce qui arrive de vos yeux en procédant à des analyses de plus en plus abstraites. Et c'est dans ces régions de bas niveau, les premières qui interviennent, qu'il y a des différences, et on voit qu'il y a des petites tâches qui ne sont pas placées exactement au même endroit. Chez le chinois en train de lire du chinois, eh bien on voit que c'est cette région qui correspond aux régions V4, V3, V4 du système visuel, alors que chez les Français lisant du français, c'est une région qui s'appelle V1, V2, donc un petit peu ailleurs dans le système visuel. Probablement parce que ce n'est pas la même chose en termes d'analyse visuelle de lire comme en chinois sur la base d'un catalogue gigantesque de signes complexes ou de lire en français sur la base d'un catalogue réduit de signes visuellement simples. Donc il y a des petites différences. Un autre exemple de différences intéressantes dans ce travail de Heraldo Paulezu, qui a comparé les activations, en l'occurrence entre anglais et italien, donc à l'intérieur du système alphabétique. Eh bien, à l'intérieur du système alphabétique, il y a des différences qu'on peut trouver. Pourquoi? Et notamment, là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a plus d'activation au cours de la lecture chez les Anglais lisant de l'anglais que chez les Italiens lisant de l'italien, aux alentours de la région de la forme visuelle des mots. Pourquoi? Peut-être parce que, en italien, la lecture est très régulière, c'est-à-dire que vous avez telle lettre, sauf vous avez telle lettre, tel son, telle lettre, tel son, telle lettre, tel son. Alors qu'en anglais, elle est extrêmement irrégulière, et très souvent, il faut reconnaître des gros paquets de lettres. Là, un exemple, O-U-G-H, T-I-O-N. O-U-G-H ne se prononce pas comme O, ni comme U, ni comme G, ni comme H. Donc il faut, un peu comme en chinois, d'une certaine manière, reconnaître des ensembles plus gros et peut-être faire plus travailler, ou de façon un peu différente, votre système visuel quand vous lisez de l'anglais que quand vous lisez de l'italien. Donc, moralité, il y a des différences entre langues, mais qui ne sont pas très importantes. Alors, là, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est regarder le système tel qu'il est chez un adulte qui a appris à lire jadis. Mais on peut étudier la manière dont ces réglages culturels, se mettent en place au cours de ou à la suite de l'apprentissage de la lecture. Alors on peut regarder ça, évidemment, chez les enfants. Et dans cette étude, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de l'IRM, là encore, d'IRM fonctionnel, longitudinal, c'est-à-dire plusieurs fois chez des enfants au cours de plusieurs années, des enfants entre 8 et 12 ans, disons, c'est-à-dire pendant la période où ils deviennent des lecteurs experts, où ils lisent de mieux en mieux. Et la technique qu'ils ont utilisée, là, en IRM, c'est que, si vous voyez, là, vous pouvez lire un mot quand il est écrit en gris clair sur du gris un peu plus foncé. Si les deux gris sont presque pareils, ça devient vraiment très difficile. Il n'y a pas de contraste. En revanche, si le contraste est fort, très blanc sur un fond très noir, c'est très facile à lire. Bon. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré le contraste minimum nécessaire pour qu'un enfant, pour activer la région de la forme visuelle des mots. Quand des mots sont très peu contrastés, est-ce qu'ils activent néanmoins la région de la forme visuelle des mots? Quand des mots sont très contrastés, ils activent la région de la forme visuelle des mots. Donc ils ont essayé de mesurer la frontière, le degré de contraste nécessaire pour activer cette région. Et ce qu'on voit là, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, que les enfants ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc., il leur suffit d'un contraste de plus en plus faible pour activer cette région. Au début, il faut vraiment que ce soit des mots marqués en blanc sur noir. Au bout de quelques années, il suffit qu'ils soient gris un peu plus clair sur gris un peu plus foncé. Cette région est devenue plus sensible à la présentation de mots.
Donc on voit cette maturation fonctionnelle dans le temps. Et un deuxième point intéressant, c'est qu'ils ont montré, et là c'est ce qu'on voit ici, il y a un point qui représente chaque enfant, c'est que ce n'est pas juste comme ça. Il y a probablement un lien de cause à effet, d'une manière directe ou indirecte. Mais les enfants dont la sensibilité aux mots dans le cortex visuel en IRM augmente le plus au cours des années sont aussi les enfants dont les compétences de lecture augmentent le plus. Donc on est vraiment en train de mesurer quelque chose qui a à voir avec la capacité de lecture. Je vais passer là-dessus, je ne sais pas combien de temps il... Bon, alors je vais passer là-dessus. Alors on peut mesurer... Oui, bon. Et alors, naturellement, avec ce genre d'approche, on peut non seulement mesurer la mise en place du système, je dirais, normal, mais aussi voir ce qui se passe chez des gens dont j'ai parlé, dont je n'ai pas parlé, chez lesquels l'apprentissage de la lecture est particulièrement problématique, c'est-à-dire les dyslexiques, des enfants qui à part ça, n'ont pas de problème particulier, ne sont ni maltraités par leurs parents, ni idiots, ni rien de particulier, mais qui néanmoins ont de grandes difficultés à apprendre à lire. Eh bien, ce que vous voyez là, en haut, c'est chez des enfants, tout ça c'est chez des enfants de 9 ans, mais en haut, ce sont des enfants de 9 ans qui apprennent à lire de façon standard, et vous retrouvez la mosaïque de couleurs que je vous ai montré tout à l'heure, la région des visages, la région des mots, la région, etc., etc. En bas, ce sont des enfants du même âge, mais dyslexiques, et vous voyez la mosaïque, bleu clair, vert, etc., sauf que la tache rouge n'y est pas. Il n'y a pas eu ce développement d'une spécialisation fonctionnelle pour la lecture de cette région. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que l'origine de la dyslexie se trouve là. Je suis juste en train de dire que le système de lecture, globalement, ne se met pas en place comme il faut pour une raison ou pour une autre, et que, donc, cette région n'acquiert pas les propriétés qu'elle devrait acquérir. Alors, je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire qui se termine pour une fois plutôt bien, et qui montre que chez les enfants, cette plasticité, cette modification est moins contrainte que chez les adultes. C'est l'histoire d'une petite fille au début, qui, quand elle a eu 3-4 ans, a commencé à faire des crises d'épilepsie très sévères, répétées. Et on s'est aperçu que ces crises d'épilepsie venaient d'une malformation de son cortex dans la région occipito-temporale gauche. Malformation, ce qu'on appelle une maladie de Sturge-Weber, et que les crises d'épilepsie partaient de là. Donc elle a été opérée. On lui a retiré le lobe occipital gauche, une bonne partie du lobe temporal gauche. Les crises se sont arrêtées, elle est retournée à l'école, et puis tout s'est bien passé. Et puis, vers l'âge de 10-11 ans, elle a recommencé à faire des crises d'épilepsie, donc elle a été à nouveau explorée. Et cette fois-ci, on lui a fait de l'IRM fonctionnel. Ce que vous voyez là, c'est les activations au cours d'une tâche de langage parlé. Elle était couchée dans la machine, on lui disait pomme, couteau, invente une phrase. Et elle devait imaginer une phrase du genre j'épluche une pomme avec un couteau, faire fonctionner son langage parlé. Comme vous voyez les activations dans l'hémisphère gauche, qui est habituellement l'hémisphère du langage, région de Broca, Wernicke, tout ce que vous voulez. On l'a également fait lire dans la machine d'IRM. Et là, ce que vous voyez, c'est que ça, chez des sujets contrôle, des sujets bien portants, eh bien, on a notre fameuse région de la forme visuelle des mots, dans la région temporale gauche, qui s'active pendant la lecture. Eh bien, chez elle, dans la région temporale gauche, il n'y avait plus grand-chose, puisque c'est là qu'elle avait été opérée quand elle était petite, mais elle avait développé une région de la forme visuelle des mots tout à fait satisfaisante, du côté droit, du côté intact, qui lui avait permis d'apprendre à lire de façon tout à fait normale. Donc, quand elle était petite, son langage était latéralisé à gauche, était resté latéralisé à gauche. À l'âge de 4 ans, elle savait parler, elle ne savait pas lire. Un peu plus tard, elle a appris à lire. Et là, le cerveau a bricolé avec les moyens du bord, le langage dans l'hémisphère gauche et la reconnaissance des lettres, nécessairement, dans l'hémisphère droit. Et elle avait eu
développement du langage, de la lecture tout à fait normal, ce qui est très supérieur à ce qui se passe d'habitude chez des gens comme le patient de Dejerine qui ont eu un accident vasculaire, qui souvent gardent des difficultés de lecture plus ou moins importantes. Alors, on peut non seulement étudier l'apparition de ces réglages particuliers du système visuel pour la lecture en regardant des enfants, mais on peut aussi le regarder chez des adultes. Alors, c'est un petit peu indirect. Il faut, pour ça, comparer des adultes lettrés et des adultes illettrés. Des adultes qui ont appris à lire quand ils étaient enfants et des adultes qui n'ont jamais appris à lire. Alors, c'est un travail qui a été fait, là aussi piloté par Stanislas Dehaene et fait avec des collègues, notamment brésiliens, parce qu'au Brésil, non seulement il était possible de faire de l'IRM, mais il était possible de trouver des groupes de sujets parfaitement comparables entre eux en termes d'origine sociale, d'alimentation, de milieu, etc. Sauf que certains savaient lire, avaient appris à lire dans leur enfance, et d'autres n'avaient pas appris à lire dans leur enfance. Et il y avait également des situations intermédiaires, de ce qu'on appelait des ex-illettrés, c'est-à-dire des adultes ayant appris à lire plus ou moins bien à l'âge adulte dans des cours d'alphabétisation. Et ce que vous voyez là, ces différentes boîtes de couleurs indiquent le degré de performance. Alors à un extrême, il y avait un groupe d'illettrés complets qui ne savaient pas lire du tout, à l'autre extrême, des lecteurs tout à fait experts, et puis un certain nombre de degrés intermédiaires de maîtrise de la lecture. Et ce que vous voyez là à gauche, c'est un résultat un peu trivial, c'est le fait que notre fameuse région de reconnaissance des lettres, là, eh bien, pendant que les gens sont dans leur machine, on leur montre des phrases écrites. Eh bien, plus vous êtes lettré, plus cette région de reconnaissance des lettres va s'activer fort. Si vous êtes illettré, elle va s'activer très peu, et puis plus vous êtes lettré, plus cette région va s'activer fort pendant qu'on vous montre des phrases écrites, ce qui n'est pas extrêmement surprenant. Mais je sors un tout petit peu de la lecture. Ce qui est intéressant, c'est que l'apprentissage de la lecture, dans cette même expérience, ce qu'on a montré, c'est que l'apprentissage de la lecture modifie également, au-delà de la lecture, la manière dont on analyse le langage parlé, ce qu'on entend. Ce que vous voyez là, eh bien, là, c'est de nouveau un cerveau, et ce point-là, c'est également dans le lobe temporal, mais ce n'est pas dans le dessous du lobe temporal qui sert à voir, mais c'est dans le dessus du lobe temporal qui sert à entendre. Et quand il s'agit du lobe temporal gauche, eh bien, ça sert à entendre et notamment à décoder les sons de la parole qu'on entend. Eh bien, ce qu'on voit là, ce que montre ce graphe, peut être résumé très simplement. Eh bien, pendant que les sujets sont en train d'écouter des phrases, il n'y a plus de lecture, on ne leur montre rien du tout, ils sont couchés dans le noir, on leur parle, pendant qu'ils entendent de la parole, eh bien, leur région auditive s'active 2 fois plus quand ils sont lettrés que quand ils sont illettrés. Ce qui ne va pas de soi. Ça aurait pu être tout à fait différent. Donc, il y a des activations qui sont beaucoup plus fortes dans les régions auditives quand vous entendez de la parole, selon que vous êtes lettré ou illettré. Alors, l'interprétation n'est pas certaine, mais en fait, c'est peut-être pas aussi étonnant que ça, parce qu'il y a un phénomène qui est bien connu, par exemple, qui peut être à voir, qui est celui de la conscience phonologique. C'est-à-dire que si je vous dis par exemple crapaud, et que je vous demande d'enlever le premier son, vous allez me répondre rapeau. Pas très difficile. Champignon, vous allez me répondre empignon. Bon. Vous retirez juste le premier son, le premier phonème. Eh bien, ce jeu-là est impossible à faire pour des gens qui n'ont pas appris à lire, dans un système alphabétique en plus. Pourquoi ? Parce que c'est en apprenant à lire, alors ensuite les deux sont liés, il y a la poule et l'œuf, mais quand un enfant apprend à lire dans un système alphabétique, on doit lui apprendre à faire attention à ces petits morceaux de paroles que sont les phonèmes. Dans crapaud, tout le monde entend, qu'on soit lettré ou pas, qu'il y a 2 syllabes, crapaud. Mais pour entendre que dans cra, il y a k, r et a, il faut avoir appris à y faire spécialement attention, à isoler le que, le re et le a. Et si ça n'a pas été fait, on ne les entend pas d'une certaine manière. On ne peut pas faire crapaud, rapeau. Et
Donc, il y a des différences auditives dans le traitement de la parole entre les lettrés et les illettrés. Donc, pourquoi pas avoir des différences de ce type-là. Je vais passer là-dessus. Et je vais en venir aux deux derniers points, qui est un peu on prend un peu de recul. Je vous ai dit, voilà, dans la mosaïque, il y a une petite du système visuel cérébral. Il y a toute une région qui sert à reconnaître les objets. Et il y a une petite région qui se spécialise pour la reconnaissance des lettres. OK. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite région, d'une part, je vous ai dit, elle est à gauche d'habitude. Ça, c'est probablement parce qu'elle est tirée par le langage, comme le langage, les sons, etc., sont à gauche. Eh bien, c'est le système visuel gauche qui est plus apte à communiquer. Mais, plus que ça, à l'intérieur de la mosaïque, la région des lettres est toujours au même endroit. Elle est toujours un poil en dehors de la région des visages, un petit peu en avant et en dedans de la région des objets, etc. Elle est toujours exactement au même endroit. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours au même endroit? On pourrait se dire, bon, c'est un apprentissage culturel, ça dépend, le cerveau fait comme il peut, il n'y en a pas deux qui font pareil. C'est pas du tout ça. C'est extrêmement stable, ce qui veut dire qu'il y a des contraintes importantes. Pourquoi c'est cette région qui est sélectionnée plutôt qu'une autre pour se charger de la reconnaissance des lettres? Alors, il y a deux explications, qui sont probablement les deux sont probablement vraies. La première explication, c'est parce que cette partie du système visuel a peut-être des propriétés perceptives qui sont spécialement adaptées. Pour reconnaître les lettres, il faut, par exemple, analyser particulièrement le milieu du champ visuel. Vous lisez, en fait, avec tout à fait le milieu du champ visuel. Si vous mettez un mot là, vous n'allez pas pouvoir le lire. Vous devez être très sensible aux détails, parce que, par exemple, la différence entre un petit E et un petit A, entre un petit R et un petit N, c'est des détails minuscules, donc il faut être sensible aux détails, pas juste aux formes d'ensemble. Il faut être capable d'analyser des lignes. Et il n'y a pas que des lignes dans la perception visuelle. Je reconnais, je ne sais pas, une tortue, je reconnais la texture, la couleur, etc. Ce n'est pas ça qui sert pour la lecture, c'est les lignes. Bon. Donc peut-être que cette région est choisie, si je puis dire, pour la lecture parce qu'elle a des propriétés perceptives qui sont spécialement bien adaptées pour la lecture. Et on sait que, ça c'est un peu une synthèse de ça, on sait que dans cette région visuelle, les différentes régions n'ont pas exactement les mêmes propriétés. Certaines sont effectivement plus sensibles aux détails, d'autres plutôt à la forme générale, d'autres au centre du champ visuel, d'autres à la périphérie du champ visuel, etc. Donc ça, c'est une première explication. Il y a quelque chose qui va assez fort en faveur de cette explication, c'est ce qui se passe chez des singes. Alors ça, c'est une étude assez récente, très intéressante. Ils ont pris des macaques et jusqu'à un certain point, ils leur ont appris à lire, ou plus exactement, ils leur ont appris des alphabets. Ils leur ont appris 3 alphabets différents. Le premier alphabet, c'est fait avec des lettres, le deuxième, c'est fait avec des petites formes géométriques, et le troisième alphabet, c'est fait avec des petits visages, des petits smileys un petit peu différents les uns des autres. Comment ils ont fait pour apprendre ça aux singes? En leur disant, voilà, je vais vous montrer, non, il n'a pas expliqué comme ça, ils l'ont fait comprendre. Si je vous montre le signe 7 et le signe 9, eh bien, si vous choisissez le 9, vous aurez 9 gouttes de jus de fruits. Si vous choisissez le signe 7, vous aurez 7 gouttes de jus de fruits. Donc les singes apprennent que 9, ce n'est pas la même chose que 7, il vaut mieux choisir 9 que 7. Bref, ils apprennent à reconnaître chacun de ces signes, à l'identifier, à le différencier des autres. Et ce qu'ils ont montré dans cette étude, c'est que, ensuite, ils ont fait de l'IRM fonctionnel aux singes, une fois que les singes ont été instruits. Et ce que vous voyez là, c'est qu'il y a des taches de couleurs différentes. Ces différentes couleurs correspondent aux différents alphabets. Autrement dit, à l'intérieur du système visuel du singe, ce ne sont pas exactement les mêmes régions qui se sont spécialisées quand le singe devait apprendre ce genre d'alphabet, ce genre d'alphabet et ce genre d'alphabet qui ont des caractéristiques géométriques assez différentes, ils ne se ressemblent pas. D'où l'idée que les caractéristiques physiques des alphabets sont probablement importantes pour déterminer quelle est la partie du système visuel qui va être utilisée pour les identifier, pour les reconnaître. Donc ça va en faveur de notre hypothèse numéro 1. Oui, c'est peut-être cette région qui est sélectionnée quand des enfants apprennent à lire, parce qu'elle est particulièrement adaptée pour reconnaître ce genre de forme que constituent les lettres.
Cette explication a probablement des limites, et une des limites qui est la plus facile à saisir, finalement, ça vient de travaux qui ont été faits par l'équipe de Amir Hamedi à l'Université de Jérusalem, et dans lesquels ils ont étudié la lecture ne passant pas par les yeux, mais passant soit par les doigts, soit par les oreilles. Alors par les doigts, vous voyez de quoi il s'agit, c'est de la lecture en braille. Bon. Et quand on étudie la lecture en braille, eh bien, dans cette région du système visuel, mais qui, chez les aveugles, a des fonctions probablement assez différentes, jusqu'à quel point, eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est exactement la même région qui sert à lire chez les aveugles par les doigts que celle qui sert à lire aux voyants par les yeux. Donc le terme de région de la forme visuelle des mots, vous voyez que c'est pas tout à fait ça. Là, chaque petit point, c'est un sujet voyant, et chaque petit rond rouge, c'est un sujet aveugle. Donc vous voyez, c'est vraiment au même endroit. Deuxième expérience, comment faire lire avec les oreilles. Alors là, c'était dans le cadre d'un projet dans lequel ils ont développé un système de substitution sensorielle destiné à aider les aveugles à avoir des informations sur leur environnement. Le principe est assez simple. Si le sujet a une petite caméra fixée sur une paire de lunettes, cette caméra acquiert une image de l'environnement. Cette image est digérée par un petit ordinateur que vous avez à la ceinture et transforme l'image en son. Et puis le son, vous l'entendez avec un casque. Alors le principe est assez simple. Par exemple, pour représenter une barre comme ça, oblique, ce serait quelque chose comme un son comme ça. Une barre qui descend, ce serait... Donc, en utilisant ce genre de code, on peut représenter, par exemple, des formes de lettres. Ça fait un V, etc. Le X, je ne peux pas le faire. Et donc, ils ont appris à des sujets aveugles à reconnaître des formes de lettres en utilisant ce système auditif. Et là encore, ce qui est assez remarquable, c'est que c'est encore exactement la même région qui est activée au cours de la lecture, c'est une forme assez élémentaire de lecture, chez les aveugles qui lisent en reconnaissant les formes par les oreilles et par des voyants qui reconnaissent les formes par les yeux. Ce que ça suggère, c'est que le travail que fait cette région, en fait, n'est pas tellement lié aux détails, à une modalité particulière. Autrement dit, une explication de sa sélection fondée uniquement sur les caractéristiques perceptives, sur le savoir-faire perceptif de cette région, le sens du champ visuel, etc., n'est probablement pas suffisante, parce qu'elle ne s'applique pas au tact et à l'audition. Alors, ce qui nous amène à la deuxième explication, qui est de dire c'est peut-être dans cette étendue du système visuel la partie qui est le mieux connectée avec le langage. Et c'est ce dont on a besoin. On a besoin qu'une fois reconnues les lettres, on puisse immédiatement et facilement les transformer en son, en sens, etc. Donc il faut que ce soit une région qui soit le mieux possible connectée avec le langage. Alors, je vais vous dire deux mots d'une étude qu'on a faite il y a 2 ans, comme ça, avec Florence Boilly. On a utilisé, je ne crois pas que j'en ai parlé jusqu'à présent, une des utilisations possibles de l'IRM, c'est ce qu'on appelle l'IRM de diffusion. Alors le principe de l'IRM de diffusion, c'est le suivant. Si vous avez un verre d'eau, toutes les molécules d'eau dans votre verre bougent dans tous les sens. Elles s'agitent en tous sens. Autant dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, l'avant, l'arrière, elles bougent. Bon. Si vous plongez dans votre verre des pailles, un faisceau de paille comme ça, eh bien, le mouvement des molécules d'eau va être un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'elles bougeront un petit peu moins transversalement, parce qu'il y aura les parois des pailles qui les empêcheront de bouger horizontalement. En revanche, elle continuera à bien bouger facilement dans le sens vertical. Autrement dit, si on pouvait mesurer la direction des mouvements des molécules d'eau dans ce verre, on pourrait dire « Ah ben, il y a des pailles qui sont placées verticalement puisque les molécules d'eau bougent plus dans ce sens-là et un peu moins dans ce sens-là. » C'est le principe de l'IRM de diffusion qui fait exactement ça, c'est-à-dire mesurer, grâce à l'IRM, le mouvement des molécules d'eau dans le cerveau. Et les pailles, en fait, sont remplacées, parce que ce n'est pas des vraies pailles,
dans le cerveau, l'équivalent des pailles, c'est les faisceaux de substances blanches, c'est-à-dire ce sont les prolongements des neurones. Les neurones sont dans le cortex, disons, et puis ils envoient des prolongements qui vont vers d'autres régions du cerveau. Et ces prolongements, qui sont comme des câbles, sont un peu comme des pailles. Et donc l'IRM de diffusion permet de mesurer l'organisation de ces faisceaux de substances blanches qui connectent entre elles, les différentes régions, les régions du cerveau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris comme point de départ deux régions très voisines. D'une part, la fameuse région des lettres, système visuel, et d'autre part, sa voisine, qui est toute collée, qui est à quelques millimètres de distance, qui est la région des visages, qui est impliquée dans la reconnaissance des visages. Et à partir de ces deux régions, on a suivi les faisceaux de substances blanches pour voir si ces deux régions étaient connectées à distance de façon différente. Et ce que vous voyez là, eh bien, c'est les cartes qui indiquent les différences de connexion quand on part de la région des lettres et quand on part de la région des visages. Ce que vous voyez là, à gauche, en rouge, sur cet hémisphère gauche là, de profil, en rouge, ce sont les régions qui sont plus connectées à la région de reconnaissance des lettres qu'à la région de reconnaissance des visages. Et comme vous voyez, c'est les régions du langage. La région de Broca, de Wernicke, tout ça, c'est ça. Et inversement, les régions qui sont plus connectées à la région des visages qu'à la région des lettres, eh bien, sont tout à fait différentes. Elles sont à la face interne de l'hémisphère. On a dit que c'est plus des régions qui sont impliquées dans la cognition sociale, les émotions, etc. En tout cas, les deux sont différentes. Et en tout cas, la région des lettres est effectivement plus connectée anatomiquement. Il y a plus de liens anatomiques, de câblage en direction des régions du langage que à partir de la région voisine qui sert à reconnaître les visages. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ce point d'interrogation, je suis dans la plus grande perplexité. Oui, c'est ça. Alors, c'est bon. Ça veut dire que cette région est plus connectée aux régions du langage que ses régions voisines. Mais ça ne nous donne pas d'explication causale. Ça ne nous dit pas quelle est la poule et quel est l'œuf. C'est-à-dire qu'il y a deux explications possibles qui peuvent être vraies en même temps. Soit cette région a été sélectionnée pour la reconnaissance des lettres pour telle et telle raison, et donc, par conséquent, a établi des connexions anatomiques plus fortes avec le langage. Deuxième explication, elle a été sélectionnée en vertu de ces connexions avec les régions du langage, et c'est ça qu'on observe. Donc, est-ce que ces connexions sont la cause ou la conséquence de la sélection de cette région pour la lecture? Alors, on n'a pas la réponse, mais il y a un élément de réponse qui est intéressant, qui a été obtenu avec Michel Thiebaud. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'étude sur les lettrés et illettrés et ex-illettrés brésiliens. Eh bien, chez ces mêmes sujets, on avait recueilli non seulement des données d'IRM d'activation dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également des données d'IRM de diffusion. Et on s'est dit, bon, est-ce que les connexions chez ces gens sont différentes selon qu'ils sont lettrés ou pas lettrés? Donc on a inspecté les principaux faisceaux de substances blanches susceptibles d'intervenir dans la lecture. Et il y a un faisceau dans lequel il y a une différence, selon que vous êtes une différence anatomique, de structure de la substance blanche, selon que vous êtes lettré ou illettré, c'est le segment postérieur du faisceau arqué. C'est ce faisceau jaune que vous voyez ici. Ce faisceau jaune qui part d'en bas dans le lobe temporal et qui monte en haut, dans le haut du lobe temporal et le lobe pariétal. Donc c'est une région qui est mieux structurée, disons, pour employer un terme approximatif, qui est plus organisée chez les lettrés que chez les illettrés. Et on a envie de dire, ben voilà, ça tombe très bien, c'est une région qui relie en bas le système visuel, le système de reconnaissance des lettres, et en haut, le système du langage, le système des sons. Et d'ailleurs, ce que vous voyez là, ça c'est le degré d'organisation de ce faisceau, très organisé chez les lettrés, beaucoup moins organisé chez les illettrés, et fait intéressant chez les ex-illettrés, les gens qui ont appris à lire plus ou moins bien à l'âge adulte, eh bien, ils sont dans une situation intermédiaire. Ce qui suggère que si vous apprenez à lire à l'âge adulte, eh bien, c'est vrai pour la diffusion, c'était vrai aussi pour les activations dont je vous ai parlé tout à l'heure, les ex-illettrés se trouvent à mi-chemin.
Autrement dit, ce n'est pas trop tard. C'est une illustration du fait que, même à l'âge adulte, vous pouvez vous mettre en route de toutes ces pour réaliser ces mêmes modifications que celles qui se produisent chez les enfants. Alors évidemment, il est probable que vous aurez beaucoup moins de pratique. Une minute. Vous aurez beaucoup moins de pratique que les enfants, donc vous risquez de ne pas arriver à d'aussi bonnes performances. Et donc j'espère vous avoir montré un petit peu le jeu entre la culture et la biologie du cerveau dans le cas particulier de la lecture. Voilà le Picnic Lab, dont je ne vous révélerai pas le secret parce que j'ai oublié moi-même ce que ça voulait dire. Donc on a un petit quart d'heure pour des questions. Je vois un doigt qui se lève là-bas. Merci. Ça m'a paru extrêmement intéressant, et en particulier quand vous avez montré la différence entre les illettrés et les lettrés, en prenant l'exemple du champignon, du crapaud. Parce que ça, c'est typiquement quelque chose qui va avec un alphabet. Un lettré chinois contre un illettré chinois, je ne pense pas qu'il y ait la même différence. Absolument, mais ça a été fait, ça. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce genre d'expérience, de jeu phonologique, a été fait chez des lettrés chinois, mais qui doivent être lettrés uniquement en chinois. Ils ne doivent pas être lettrés aussi dans le système alphabétique. Et effectivement, ils ont les plus grandes difficultés à le faire. Autre question. Il y a un journal qui se lève dans le fond. Je voulais vous remercier pour votre clarté et aussi d'avoir ceux qui ont eu l'idée de cette conférence. L'un des derniers graphiques que vous avez présenté confirmerait cette hypothèse que j'ai entendue chez une amie aveugle. Le bleu est plutôt froid, le rouge est plutôt chaud, et depuis que j'ai un amoureux, je fais moins d'erreurs d'habillage. Mais ce que je voulais dire aussi, est-ce que vous n'avez pas dans les couleurs utilisées pour l'anatomie du cerveau, ces couleurs correspondent à quoi? C'est un code pour telle matière? Parce que les cerveaux que j'ai vus étaient en tout cas pas si colorés. Oui. Et l'autre question, est-ce que vous pouvez plaider ou non, ou on dépasse votre domaine neurologique, pour plaider en faveur de l'apprentissage de plusieurs langues chez les tout-petits? Alors, merci. Votre premier point était plutôt une remarque. Votre deuxième point, c'était sur les couleurs. Et ça, alors, évidemment, les couleurs sont arbitraires. Mais ça, c'est un point important. C'est que les gens ont tendance à croire ce qu'ils voient. Et généralement, ils ont tort. Enfin, parfois, ils ont tort, surtout en matière de neurosciences. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on vous montre de belles images de cerveau avec plein de couleurs que le message est ni vrai ni intéressant. Mais ça a une puissance de persuasion considérable. Donc méfiez-vous. Quant aux couleurs que j'ai utilisées, ce sont des couleurs qui sont tout à fait arbitraires. Et effectivement, ce que ça montre, c'est qu'il y a un trajet très long et très compliqué entre les images, entre l'acquisition des images, entre ce qui se passe dans le cerveau et les images que je vous montre. On a tendance naturellement à dire « Ah ben voilà, il y a une belle tache rouge à cet endroit-là, c'est donc vrai qu'il se passe quelque chose dans cette partie du cerveau. » Ce n'est pas comme ça. La tache est rouge, elle pourrait être de n'importe quelle couleur. Ce qu'elle représente n'est pas l'activité des neurones, c'est des statistiques qui sont faites, bien ou mal, sur la circulation sanguine dans cette partie du cerveau, dont on pense qu'elle est reliée à l'activité des neurones. Voilà. Alors, votre dernier point qui était sur... Oui, alors, effectivement, alors ça a été montré, ça, que... Alors, le fait d'apprendre plusieurs langues, d'une part, en même temps, par des petits-enfants, d'une part, ça ne nuit pas à l'apprentissage de chacune des langues. Ils apprennent très bien chacune des différentes langues, même s'ils en apprennent d'autres en même temps. Ils arrivent très bien à faire le tri. Et la deuxième chose, c'est qu'on a même montré, je me souviens d'un travail de mon maître Jacques Meller, qui a publié il y a quelques années, un travail dans lequel ils ont comparé, dans une tâche pas du tout de langage, pas du tout linguistique, des enfants élevés dans des très petits enfants, des enfants de moins d'1 an, je ne sais plus très bien, 8 mois, quelque chose comme ça, des enfants
élevés en Catalogne par des couples bilingues et par des couples monolingues. Eh bien, dans une tâche où il s'agissait de changer l'activité à laquelle on s'adonne, de changer de tâche, en fait, passer d'une tâche à une autre tâche, les petits bébés bilingues sont plus flexibles que les petits bébés monolingues. Alors, je pense qu'il y a une littérature assez large, mais oui, je pense que ça n'a pas d'inconvénient et que ça a même des avantages. On a des questions devant. Monsieur, alors, attendez le micro, s'il vous plaît. Oui, voilà. Moi, j'ai une question concernant la fréquence quand un enfant apprend une langue quelconque. Est-ce que la fréquence joue dans l'enregistrement de ce qu'il apprend? Parce que j'ai des exemples du professeur, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Tomatis, qui est arrivé justement à débloquer certaines personnes qui, durant leur enfance ou durant leur apprentissage, que ce soit une langue ou des mathématiques ou autre, avec des fréquences, il réussit à réintégrer ce que la personne n'a pas appris plus tôt, dans son enfance ou autre. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que le système auditif, c'est comme le système visuel, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il a été très invariant, c'est-à-dire peu importe si les choses sont grandes, petites, si elles sont à l'endroit, à l'envers, etc. Là, Anne-Lise serait plus compétente que moi pour répondre, mais le système auditif est aussi très invariant. Et c'est ce qui fait que quand on entend un mot prononcé par un homme qui a la voix grave ou par un petit enfant qui a une voix très aiguë, les fréquences que vous entendez, ce qui va arriver dans vos oreilles est extrêmement différent, mais néanmoins, vous êtes parfaitement capable de généraliser de l'un à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que je soupçonne que savoir si vous êtes dans une bande de fréquences plus ou moins grave, plus ou moins aiguë, je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance, mais je réponds comme ça, comme je peux. D'accord, ok, merci. Vous avez donné comme exemple tout à l'heure le fait qu'il y a plusieurs zones dans le cerveau qui identifient des choses différentes, comme les lieux, comme les images, les objets ou encore les lettres. Ma question, c'est de savoir, maintenant, dans le mode d'apprentissage de lecture, quand on associe une image à un mot, il y a des enfants qui apprennent à lire avec des lettres, je ne sais pas, par exemple, bus en une fois, et pas les lettres séparément. Est-ce que ça entrave la construction de la zone d'apprentissage de la lecture avec ce mode de fonctionnement? C'est évidemment une question importante. Alors, il y a d'une part, la question 1, c'est de se dire, est-ce qu'en termes d'apprentissage de la lecture, c'est une bonne méthode ou c'est pas une bonne méthode? Et pour répondre à cette question, on n'a pas besoin d'aller voir dans le cerveau. On n'est pas obligé d'aller voir dans le cerveau. La question est une question de pédagogie expérimentale. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça ne marche pas bien? Et à ma connaissance, là encore, je ne suis pas un expert, à ma connaissance, il y a pas mal d'études qui ont montré que l'apprentissage dit global, c'est-à-dire ça c'est un mot, voilà, et puis reconnais-le comme tu peux, marche nettement moins bien que l'apprentissage analytique où on fait correspondre les sons avec les lettres. Ce qui n'est pas étonnant puisque notre système d'écriture est conçu comme ça. Il est conçu comme ça. Donc la moindre des choses à faire à un enfant, c'est de lui donner les bonnes clés. On lui dit, ben voilà, c'est comme ça que ça marche. On essaye effectivement, avec une régularité qui est moindre que celle de l'italien, etc., mais de faire correspondre des signes écrits avec des sons. La deuxième chose, c'est le rapport avec cette fameuse région. Alors là, je crois que j'ai pas l'image qui correspond, mais il y a un travail très intéressant qui a été fait par Bruce McCandless et Yoncheva, dans lequel ils ont fait quelque chose d'extrêmement ingénieux. J'ai pas l'image là. Ils ont inventé un nouvel alphabet, fait avec des espèces de boucles, comme ça, entrecroisées, des espèces de nœuds. Et ils ont appris à lire à des adultes en utilisant ce nouvel alphabet fait de boucles et de nœuds. Mais la finesse, c'est que ces boucles et ces nœuds, en fait, servaient à noter des lettres.
mais on s'en aperçoit ou on s'en aperçoit pas. Soit on voit juste un gros nœud, soit on vous a dit « Ah oui, mais faites attention parce qu'en fait, les différentes parties de ce nœud correspondent à des lettres. » Autrement dit, avec des mêmes formes, on a pu les enseigner soit selon la méthode globale, à certains sujets, soit selon la méthode analytique, disons, à d'autres sujets. Donc ils ont montré qu'au bout d'une fois que vous avez appris 10 mots de façon globale, à la fin vous êtes complètement saturé, vous ne pouvez plus en apprendre d'autres, alors que si vous avez appris de façon analytique, vous pouvez apprendre une infinité de mots. Ce qui se passe avec les petits enfants, ils déchiffrent. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont fait de l'électroencéphalogramme à ces sujets. Et de mémoire, ce qui se passe, c'est que ceux qui apprennent de façon analytique, assez rapidement, ont des ondes électriques dans leur système visuel qui se latéralisent du côté gauche, correspondant probablement à ce qu'on voit, à ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Alors qu'il n'y a pas ce processus de latéralisation chez ceux qui apprennent la lecture sur la méthode globale. Donc, il est probable que les choses peuvent diverger un petit peu à ce moment-là. Alors évidemment, les enfants finissent bien par s'en sortir, même ceux qui apprennent par une méthode qui n'est pas idéale, surtout les enfants qui sont favorisés, qui n'ont pas de difficultés, qui ont des parents qui les aident, qui sont d'un milieu lettré, etc. Mais alors imaginez des enfants qui sont socialement, éducativement défavorisés et à qui en plus on met une méthode qui n'est pas la méthode optimale, eux peuvent souffrir. Sans parler des dyslexiques. Une question devant encore. Encore merci de votre conférence. En quoi, vous avez tout à l'heure parlé des faux mots, et en quoi et dans quelle zone ils se retrouvent dans la rééducation du langage? C'était pas dans ce contexte-là, oui, mais non, je suis pas sûr de. C'est une question qui est un peu large. Alors, oui. Il y a deux manières de répondre. Alors, je vais faire d'abord une réponse étroite, puis une non-réponse large. Alors, la réponse étroite, c'est dire, ah oui, moi, de toute façon, je suis là pour parler de la lexique pure, de cette région minuscule, etc. Mais enfin, là, on a essayé, on a étudié ce qui se passait dans le cerveau de patients avec une alexie pure, un peu comme le patient de Dejerine, généralement moins grave. C'est rare, c'est très rare que des patients soient aussi gravement atteints que le patient de Dejerine et ne puissent même pas reconnaître des lettres, mais mettons de côté. Chez ce genre de patients, on a pu, notamment récemment, on a fait un suivi longitudinal de patients qu'on a pu tester plusieurs fois au fur et à mesure que leur lecture s'améliorait. Et en essayant de comprendre pourquoi ça s'améliorait. Ce qu'ils font, ces gens, c'est qu'ils lisent généralement un peu comme des enfants qui ont commencé à apprendre à lire, c'est-à-dire lettre par lettre. C'est-à-dire qu'un lecteur adulte expert, quand il voit le mot maison, il reconnaît simultanément toutes les lettres. Il n'est pas obligé de dire c'est un M, c'est un A, c'est un I, etc. Ça, c'est quelque chose qui vient progressivement au cours de l'apprentissage. Les enfants commencent par déchiffrer de gauche à droite. Eh bien, généralement, ce genre de patients à lexique pure doivent déchiffrer de gauche à droite. Ils reconnaissent la première lettre, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Et ce qui se passe au fur et à mesure de la récupération, c'est que ce processus de lecture lettre par lettre s'accélère. Il persiste. Généralement, la lecture parallèle ne revient pas, mais la lecture lettre par lettre s'améliore. Et en fait, il y a deux questions qui se posent. Comment on fait pour améliorer? Quelles sont les régions cérébrales non détruites qui servent à l'identification résiduelle des lettres? Et quelles sont les régions cérébrales dont on a besoin pour les coller ensemble et essayer de s'épeler à soi-même le mot et le reconnaître? Et effectivement, on voit des changements qui sont variables selon les patients. Dans les régions intactes du système visuel, dont certaines augmentent leur activité, soit dans les régions intactes de l'hémisphère gauche, un petit peu plus en arrière, soit dans la région symétrique de l'hémisphère droit, qui apparemment assure la reconnaissance des lettres. Et puis par ailleurs, on voit des activations dans des régions qui ont à voir avec le langage, la mémoire de travail, le lexique, etc., correspondant probablement à l'effort nécessité pour dire M, A, I, S, O, N, etc. Donc, bon, alors la réponse, je dis, alors ensuite il y a des questions beaucoup plus larges sur les mécanismes de la récupération des troubles du langage.
Mais là, je préfère ne pas m'y aventurer. Une dernière question? Non? Ah, si, une dernière question. Merci d'être venu à Genève et merci à nos professeurs de vous avoir invités. On n'entend pas. Vous m'entendez? Voilà. Oui. Je vous ai remercié. Vous avez parlé, quand vous parliez des dyslexies, vous parlez aussi de la symétrie que nous devons désapprendre quand nous écrivons les lettres Q et P. J'ai pensé à mon neveu qui a 4 ans, qui n'arrive pas à distinguer Q et P. Une autre chose qui confond, qui ressemble, c'est que quand il dit un mot en 2 syllabes, des fois il dit la 2e syllabe avant la 1re syllabe, et des fois aussi pour dire, par exemple, pour prendre votre exemple, épluche la pomme avec un couteau, il peut dire épluche le couteau avec une pomme. Et je voulais voir votre avis, est-ce qu'il serait en lien ces 3 symétries qui après doivent devenir asymétriques? Alors, indépendamment du... Juste une remarque générale, je ne sais pas si votre neveu est dyslexique ou si c'est juste un petit garçon en train d'apprendre et qui a les difficultés habituelles de l'apprentissage, mais il n'y a pas que ce que j'ai mentionné, mais c'est vrai que quand vous apprenez à lire, une des choses qu'il faut apprendre, et qui ne va pas de soi du tout, c'est qu'il faut prendre le mot et puis faire très attention au début, puis se décaler un petit peu, faire attention juste après, puis se décaler un petit peu, etc. Ce qui n'est pas du tout une manière habituelle d'explorer les objets auxquels les petits enfants sont habitués. Donc parmi les nombreuses choses qu'il faut apprendre, il y a notamment l'exploration systématique de gauche à droite, apprendre que ce qui est plus à gauche vient avant ce qui est plus à droite, ce qui ne va pas de soi. C'est une espèce de représentation tout à fait inhabituelle et arbitraire du temps dans le sens gauche-droite. Donc le fait qu'il fasse des erreurs dans l'ordre me semble pas étonnant, parce que c'est une des choses qui ne va pas de soi, l'ordre. Quant à la différence entre P et Q, une des choses qui est importante de ce que je sais, c'est l'apprentissage de l'écriture. C'est quelque chose qui a été débattu un petit peu, on en a entendu parler, est-ce qu'il faut apprendre aux enfants à écrire avec un stylo, ou bien, comme de toute façon ils vont écrire essentiellement avec un clavier, est-ce que ça ne suffit pas? En fait, on a montré que si des enfants apprennent à écrire en même temps qu'ils apprennent à lire, ça facilite beaucoup l'apprentissage de la lecture. Ce qui n'est pas étonnant, notamment dans des cas comme le PLQ, parce que P et Q ont une forme qui est identique à un miroir près, mais les gestes pour les écrire sont des gestes tout à fait différents. Et donc, l'apprentissage de l'écriture, probablement, aide aussi l'apprentissage de la lecture, notamment dans des cas comme cela. Donc, allez, très rapide alors. Pour revenir au titre de votre conférence, on a envie de demander pourquoi, il y a 5000 ans, le cerveau s'est mis à s'occuper de la lecture. À ma connaissance, il y a 5000 ans, le cerveau était le même qu'il y a 6000 ans, et était le même qu'il y a 7000 ans, 8000 ans, 9000 ans, etc. Donc, voilà. Pourquoi ça a été inventé à ce moment-là? La seule chose qu'on peut dire, je suppose, c'est une conjonction de circonstances culturelles, sociales, historiques, plus des esprits ingénieux. Pour soulager la mémoire. Oui, oui, en effet. Alors, bien sûr, les avantages, effectivement, quand je dis historiques, sociaux, on peut probablement entrer plus dans les détails. Et c'est vrai que grâce à ça, on a une mémoire externe qui est illimitée. Ça, plus un petit coup de Google, et voilà. Vous avez des prothèses de mémoire considérables. Et c'est vrai que c'est une période où ça devenait nécessaire pour des raisons peut-être de croissance des sociétés, de sociétés centralisées, etc. On peut imaginer que s'il faut avoir une comptabilité publique, sans écriture, c'est laborieux. Alors je sais que les Incas avaient essayé d'autres systèmes, mais enfin, c'est peut-être quand même efficace. Ok. Alors avant, parce que sinon je ne vais pas arriver à reparler une fois que vous applaudissez. Juste par rapport aux dernières études que Laurent a présentées de l'équipe d'Amir Hamedi, où il faisait... Refais ton petit V.
Voilà. Si vous voulez en savoir plus, en fait, Amir Hamedi viendra nous parler en octobre, donc je n'ai pas de date exacte, mais je vous invite, si ça vous intéresse, Ah oui, c'est un très bon orateur. Guetter les annonces de l'Uni, et il y aura probablement une belle conférence là-dessus. Et maintenant, on peut remercier chaleureusement encore Laurent.